Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors, on en sait un peu plus sur le contenu de l'appel de Beaunois, on se le rappelle, lancé le 14 juillet dernier. Alors, selon le PPACI, auteur de cet appel-là, qui s'est confié à notre confrère de l'Inter, cette plateforme n'a pas pour vocation de présenter un seul candidat unique au nom de l'opposition. Il a également rajouté que tous les groupements et partis politiques désireux de se rapprocher donc de l'appel pouvaient donc venir et ensemble, ils feraient un grand ensemble pour aller contre le RHDP. C'est le Grand Talk. On démarre maintenant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver Sarah. Sarah, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Barry, bonsoir. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir. Heureuse de vous retrouver, très cher. Merci. Nos habitués sont là, évidemment. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Merci d'être là ce soir, messieurs et dames. Notre premier sujet, justement, nous allons commencer à regarder donc ce contenu. Voilà, le cadre de l'appel de Beaunois qui est donc prêt, fin prêt, annoncé par le secrétaire général du PPACI. On se le rappelle, c'était le 14 juillet dernier que cet appel a été venu en direction de tous ceux-là qui avaient la même sensibilité que le PPACI pour aller ensemble aux élections donc à venir contre, évidemment, le RHDP. Barry, comment est-ce que vous réagissez justement au fait que l'appel soit définitivement prêt, mais ensuite, ils n'ont pas participé également, il faut le dire, à tous ceux qui ont travaillé à la déclaration de Beaunois, préparée par Mme Simone Eivet? Bon, je pense que le PPACI, à travers ses différents leaders, avait déjà exprimé le fait de faire des propositions parce qu'il y a eu l'annonce du président Gbagbo le 14, mais le secrétaire général, M. Jean-Gervais Tiédé, avait dit qu'ils allaient travailler sur un document stratégique qu'ils allaient remettre à leurs partenaires et qui allaient ensuite consulter et donner leurs avis. Et je note que, comme vous l'avez souligné, il y a environ 1 ou 2 semaines, 14 groupements politiques se sont retrouvés dans la même ville de Beaunois, ironie du sort, pour faire un communiqué final. Je note que le PPACI se dit prêt maintenant parce qu'à travers le document, ils ont certainement consigné leur point de vue et leur point de revendication et point de rapprochement, de convergence avec les potentiels partenaires qu'ils auront. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que le PPACI ne déroge pas à la règle. Ils ont défini un agenda, agenda qui est en cours d'exécution. Et cette annonce-là du secrétaire général rentre en ligne de compte dans la mise en œuvre de l'agenda. Alors justement, ils disent qu'ils n'ont pas pu participer à cette réunion initiée par Mme Simone Eivet pour sortir la déclaration de Beaunois parce que justement, ils travaillaient au contenu de cet appel-là. Comment est-ce que vous appréciez cela? Bon, je pense que, comme je l'ai dit, ils sont dans une dynamique. Le président Gbagbo a émis un appel. Cet appel, il n'y a pas encore eu de réponse factuelle en tant que telle. Il y a un autre groupement politique qui a lancé à travers Mme Simone Gbagbo un autre appel, ce qui fait 2 blocs. Vous le considérez comme un appel? Oui, mais c'est Mme Simone Gbagbo, je crois, en 2023, qui a été la première à lancer un appel à l'union de l'opposition. Ouais. Après, le PPACI a pris l'initiative aussi en juillet 2024, donc pratiquement près d'1 an après. Mais je pense que c'est 2025 qui se prépare. Chacun s'est défini selon ses objectifs. Sarah, votre point de vue m'intéresse. Oui, alors c'est intéressant quand j'entends Barry dire qu'il y a 2 blocs. Je pense que c'est vraiment ce que je retiens. Il y a 2 blocs. Et considère que l'appel, justement, la déclaration de Beaunois, pour lui, enfin, il nous ramène au premier appel lancé par Mme Simone Eivet. Tout à fait. Alors, bon, je pense quand même que l'absence du PPACI lors du dernier rassemblement le 21 septembre est une opportunité peut-être un peu manquée pour le PPACI pour vraiment se positionner en tant que leadership de l'opposition. Quand on a pour objectif de faire front commun et rassembler tous les partis politiques pour faire opposition au RHDP, on se doit d'être tous ensemble
à chaque initiative de rassemblement pour justement faire ce front commun. Donc pour moi, c'est une opportunité un peu manquée. Et ça donne aussi une... Oui, mais bon... Ils disent qu'ils travaillaient justement sur le contenu de l'appel. Oui, mais on ne peut pas travailler sur le contenu de l'appel dont l'objectif est de faire opposition au parti principalement au pouvoir, alors qu'il y a une autre réunion super importante justement qui s'organise avec tous les autres partis de l'opposition. C'est un peu donner une image fragmentée, j'ai envie de dire. Bon, je pèse un peu mes mots, je suis un petit peu dure, mais de l'opposition. Nous, ce qu'on veut voir, c'est de les voir tous réunis à chaque initiative de rassemblement. Certes, on rentre dans une étape cruciale pour le PPACI, je pense, de formalisation du processus de rassemblement. Donc ce document est très important parce qu'il sera justement, et il est destiné à être partagé avec tous les membres de l'opposition. Mais pour moi, il y a une petite erreur stratégique, d'image peut-être. Il n'aurait pas dû manquer cette réunion importante. D'où est sortie la déclaration de Bonois. Alors, il y aura certainement, on verra, on va être très attentif à ce qui va se passer par la suite. Et je pense que l'avenir nous dira vraiment s'il y a une vraie union des forces contre le pouvoir en place aujourd'hui. Mais l'image compte. Et ces rassemblements sont des initiatives que le PPACI ne peut pas manquer. Très bien. Marius Komoé, alors le secrétaire général du PPACI, dans sa réaction, continue en disant « Nos camarades, donc parlons de ceux qui sont allés travailler à la déclaration de Bonois, nous ont informé qu'ils allaient mettre en place un groupement politique. Puisque nous, on attend que tous les groupements politiques, tous les partis qui le souhaitent, se joignent à l'appel de Bonois pour en faire un grand ensemble, il n'y a pas de problème. Nous sommes en phase, on est totalement en phase. Enfin, on peut dire que l'opposition est unie, une et indivisible pour aller justement à ces élections par rapport à ce qui, sur la base de cet appel de Bonois. Réaction? En vérité, pour moi, cette opposition est unie sans être véritablement unie. C'est-à-dire? Il n'y a qu'à regarder le travail abattu par le MGC de Mme Simone Gbagbo, aux côtés duquel parti se trouvait donc le COGEP et le parti de M. Éric Kakaé, qui est quand même ancien ministre de la République sous la gouvernance de M. Gbagbo. C'était quand même des classiques. Et plus grave, ou sinon plus intéressant, il y avait donc à cette rencontre convoquée par Mme... à l'appel de Mme Simone Gbagbo, je ne dis pas convoquée parce que c'est un mot assez fort, mais suite à cet appel de Mme Simone Gbagbo, pour ne pas dire Simone et Yves, parce qu'il faut bien préciser les choses. Tout à fait. Alors, il y a eu quand même la présence du dinosaure d'un parti comme le PDCI, qui a quand même gouverné ce pays un peu plus de 40 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, on ne peut pas ne pas véritablement prendre le poids de ceux qui étaient à ce dernier rassemblement en compte, même si le PPACI a bien voulu, j'allais dire, justifier son absence par le fait de la rédaction d'un document qui devrait rassembler document plus. cadre, Mais il fallait quand même déjà être là-bas. Vous rejoignez Sarah sur ce point. Et Sarah est totalement, je suis totalement d'accord avec Sarah, puisque le PPACI, je ne pense pas que tous les cadres, y compris les militants et sympathisants, avéré du PPACI était en train de rédiger ce document. Donc pour ne pas envoyer un représentant comme le PDCI en a envoyé à la personne de M. Ezalé. Donc vraiment, c'est plus grave quand M. Tédé, que j'ai eu d'ailleurs comme professeur d'anglais au lycée moderne de Bondoukou, je le salue au passage, il nous a vraiment bien formés. Très bien, au plan politique, j'avoue que quand il a dit que le PPACI travaille sur un ensemble plus grand, est-ce à dire que ce que nous avons constaté à Bonois n'est pas un ensemble plus grand? Pourtant, il y avait 15 partis politiques. Est-ce qu'on n'est pas un peu chichiteux, Marius Komoé, justement? Mais le PDCI est un grand ensemble politique et a du poids au niveau national. Pour ce que nous savons en tant que société civile, aujourd'hui, il y a une nouvelle configuration de la représentation des partis politiques au niveau national. Depuis la chute du président Gbagbo du pouvoir jusqu'à ce jour, eh bien, le PPACI n'est pas totalement représenté sur l'ensemble du territoire national. Pour ce que je sais, parce que je ne les vois nulle part que dans la zone sud, dans la zone, mais au nord, et à l'ouest et partout, on ne les voit pas bouger véritablement. En même temps, il termine son propos en disant « nous sommes en phase ». Est-ce que ça ne vous rassure pas? Pour être en phase, il faut être ensemble dans la conception de toutes les stratégies. Mais on ne botte pas en touche un rassemblement pour attendre que les autres viennent à vous. Très bien. Daouda, comment est-ce que vous réagissez à cette actualité? Vous avez écouté tout le monde. J'aimerais avoir votre point de vue. Non, je prends les propos de M. Marius comme bon, parce que
j'aimerais qu'on cite M. Jean Gervais. Tout à fait. Il dit on est en train de former, nous, en tant que PPACI, avec le président Laurent Gbagbo, un ensemble plus grand auquel tous ces ensembles qui se créent actuellement pourront adhérer. Donc, on les a informés de cela. On les a informés de cela. Comme Marius l'a dit, elle s'est dit que l'ensemble Gbagbo, c'est l'ensemble le plus grand auquel les autres petits ensembles viendront se gréver. Il faut se poser la question. Parce qu'à la vérité, si on veut parler d'ensemble plus grand, en parlant d'ensemble plus grand, le PDC a combien de députés? Ils sont dans une soixantaine de députés. Le PPACI a combien de députés? 18. Donc, en termes de représentativité, qui est plus représentatif sur le terrain si on veut parler de petits ensembles ou grands ensembles? Donc, en réalité, c'est le PPACI qui est le petit ensemble. Le PDC n'a pas lancé d'appel pour l'instant. Non, mais tout à l'heure, tu parlais de l'union, on est en phase. Moi, sincèrement... Tel qu'il a dit, il dit nous sommes en phase, on est totalement en phase. Voilà, ils sont totalement en phase, mais moi j'ai l'impression que pour utiliser encore les mêmes mots que Marius, ils sont unis sans être unis. Moi-même, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous, Christelle, vous croyez à l'union de l'opposition en Côte d'Ivoire? En réalité, c'est moi qui pose les questions. Donc... Je sais fait exprès justement, Christelle. C'est fait exprès. Pour dire que tu fais un petit sondage sur le terrain, tu demandes à des Ivoiriens, est-ce que vous croyez à l'union véritable de la gauche? On se pose des questions, mais moi, j'y crois pas. Je n'ai pas envie de rêver. Vous n'y croyez pas? Pourquoi j'y crois pas? Le PPACI est quand même informé voilà, de ce qu'il est en réunion en train de travailler sur un document cadre. C'est une considération qu'ils ont vis-à-vis des autres. Vous avez lu, je pense qu'on a tous lu sur ce plateau ici, la dernière déclaration de Tidjane Thiam, où il a dit « Je ne sais pas mettre des serpents dans mon pantalon pour pouvoir avancer ». Faisant référence à... Faisant référence au PPACI et au GPS, qui utilisent la violence, qui utilisent qui sont prêts à tout, parce que dernièrement, la sortie de Assoa Adou, qui disait que si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'aura pas élection. Or, le PDC ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Est-ce que le PDC s'inscrit dans cette dynamique? Non. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, l'union de la gauche, franchement, j'ai comme l'impression que c'est un bateau. Ouais, l'union des partis politiques de la gauche, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un bateau qui va en mer, qui est sans boussole, qui est sans vision. Donc finalement, la seule vision qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il faut que Ouattara dégage. Ça, je ne pense pas que ce soit le plan. Pour vous, ce n'est pas un programme? Pour moi, ça ne peut rien. Pour parler de façon triviale comme à Abobo ou à Yopougon, ça ne peut rien créer. Très bien. Barry, justement. Alors, l'un des points de cet appel a été révélé. Ils disent que nous sommes en accord, enfin, on propose, assurément, que l'opposition n'est pas un candidat unique. Pour ceux peut-être qui avaient peur de qui leaderait cette opposition ivoirienne pour les élections à venir. Barry, réaction? Je pense qu'il y a quand même une nouveauté, c'est que c'est exprimé de la part des représentants du PPACI et des autres partis politiques que la candidature unique, ça c'est balayé d'un revers de la main. Mais moi, j'aimerais être un peu plus réaliste par rapport à ce qui est reproché à l'opposition dans son manque d'union. En fait, en politique, c'est une question de deal et d'opportunité et d'intérêt. Le PPACI, aujourd'hui, son principal objectif, c'est lequel? C'est de voir le nom du président Gbagbo inscrit sur la liste électorale. Est-ce que c'est une priorité pour le PDCI? Je ne pense pas. Le PDCI a un seul objectif, comment se battre pour que M. Tidjane Thiam arrive au palais présidentiel en 2025. Donc, vous voyez, à ce niveau, il y a un point de divergence. Maintenant, il y a des points aussi où il y aura des convergences de vues. Par exemple, la CEI, le cas de la CEI, on voit tous que chacun d'eux demande une réforme. Là, c'est des points où ils peuvent avoir des accords. Maintenant, tout dépendra de l'union... La révision de la liste électorale. Voilà, la révision de la liste électorale, le code électoral. Tout ce qui concerne la CEI, il peut y avoir convergence d'intérêts. Maintenant, où il peut y avoir divergence, où il peut y avoir divergence, c'est naturellement sur la candidature du président Gbagbo pour moi. Parce que le PDCI, quand on dit si on va aux élections, le président Gbagbo, c'est un adversaire pour eux. Très Donc s'il n'est pas là, sur le plan politique, ça ne les dérange pas forcément. Très bien. Donc, et puis, il faut aussi rappeler l'histoire des alliances politiques en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nouveau, rien n'est figé, rien n'est fini. Demain, on peut les retrouver encore s'il y a un changement autour de la même table
les deux blocs assis en train de signer un autre document pour fédérer leurs énergies. Et c'est tout ça la beauté de la politique. Tout à fait. Les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui, les amis d'aujourd'hui, les adversaires politiques et devenir les meilleurs amis et parler En tout cas, ils nous en ont justement montré beaucoup. de la beauté des oiseaux en Côte d'Ivoire. Enfin. Alors, messieurs, parlons toujours politique. Juste une annonce, Daouda. Nous avons une adresse que le président du parti, le président du RHDP, donnera donc devant les coordonnateurs régionaux de son parti, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est le lundi 30 septembre. Le timing, on n'a pas l'agenda, mais pourquoi est-ce que justement le président du parti s'adressera, on peut imaginer, essayons de faire de la fiction, selon des prophètes un peu. Pourquoi selon vous, quel sera l'agenda à cette réunion? Puisque le lundi matin même est annoncé un conseil des ministres. Extraordinaire. Non, je veux dire que depuis, pour ce que on entend ça et là, parce qu'il y a beaucoup de calendriers, l'agenda du président a été bousculé, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à lundi, disons. Je me dis au fond de moi, forcément, c'est une réunion qui est restreinte, c'est pas ouvert à tout le monde, tout et tout. Il a besoin de ces cadeaux parce que là, on est en train de rentrer de plein pied dans les pré-campagnes à partir de 2025. Donc forcément, il va falloir qu'il redresse les choses, ça et là. Je ne sais pas ce qu'il va se dire, mais une chose est certaine, c'est qu'il va sûrement former son commando pour les élections, ou bien il va peut-être aller leur dire que bon, je ne me présente pas, même si c'est mon souhait à moi. C'est mon souhait à moi. Que le président ne se représente pas, c'est ça? Oui, ça c'est mon souhait à moi. Mais bon, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, au sortir de la réunion du lundi, je sais qu'il y aura un bouleversement quand même. Marius, votre regard là-dessus, rapidement. Ouais, je pense que c'est une réunion qui s'inscrit dans la vitalité d'un parti politique. Selon vous, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, mais écoutons, j'avoue que le RHDP, en son sein, traverse quelques turbulences. Et je pense que... Ah bon? Lesquelles? Ah non, mais il y en a une multitude. On accuse le parti au pouvoir de détournement de certains cadres. Il y a aussi la question donc du recensement de certains ces cadres électeurs. D'autres partis politiques, c'est ça? Non, des cadres du régime, bien sûr, qui sont accusés d'un certain nombre de délits, de défaits, de méfaits. Et il y a aussi l'enrôlement des militants dans la perspective des élections à venir. Il y a aussi les responsabilités des différents secrétaires généraux du parti qui doivent véritablement jouer un rôle prépondérant sur le terrain dans la mobilisation des militants et des sympathisants. Il y a un certain nombre. Et le chef le chef orchestre de ce ballet en vue d'obtenir 2025 la cession au pouvoir du président Ouattara, c'est bien le président lui-même. Tout à fait. Et donc c'est tout à fait indiqué qu'il reçoive tous les caciques, pour ne pas dire les durs, l'aile du parti pour échanger sur la nouvelle vision, sur sa nouvelle vision qu'il voudrait bien partager aux uns aux autres en vue d'une meilleure préparation. On va mettre l'aile dure, en bracket, c'est-à-dire entre guillemets, parce que ça peut être interprété autrement. Voilà. Ah oui, bien sûr. Mais sinon, pour nous, je ne pense pas que ce serait la tribune pour dire aux uns aux autres que bon, il sera candidat ou pas. Merci Marie. Dans tous les cas, par la grâce... Elle a dit de faire de la politique fiction. On imagine. On a imaginé. On imagine. Dans tous les cas, lundi n'est pas très loin. On verra et on sera sur ce plateau, par la grâce de Dieu, pour décrypter. Messieurs, après la Côte d'Ivoire, je vous emmène au Burkina Faso pour parler justement de cette affaire très grave qui défraie la chronique, l'accusation de déstabilisation par le régime burkinabé de certains pays, des exilés civils et militaires, en Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria. Ces pays-là ont été cités. Alors le régime donc a affirmé le lundi 23 septembre avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation impliquant l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo, merci Barry, Damiba, et d'anciens ministres. Le ministre de la Sécurité burkinabé, Mamadou Sana, a fait cette allégation dans une déclaration lue sur les médias. Daouda, décryptage. J'aurais voulu que ce soit Barry, mais bon, comme la charge est tombée sur moi, je vais y aller. Je pense que, pour moi, je vais rentrer, je vais mettre mon pied dans le plat. J'ai écouté le ministre de la Sécurité malienne, burkinabé. Je pars du principe qu'il n'y a rien de nouveau.
Il y a juste quelques nouveautés. Avec des personnalités citées. Voilà, avec, les quelques nouveautés qu'on a trouvées dans son allocution de près de 14 minutes, où il y a le Mali. Aujourd'hui, cette fois-ci, ce n'est plus la Côte d'Ivoire seule qui est accusée. Il y a le Togo, il y a le Nigeria, il y a aussi le Ghana. Voilà, ça c'est les nouveautés. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est du dilatoire. Ah bon? Oui, c'est du dilatoire. Pourquoi, dans la mesure où... Non. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un mois, ça fait un mois que le régime au niveau du Burkina n'avait pas encore parlé, après les attaques, le massacre de Bassalogo? Pourquoi est-ce que vous faites ce rapport? Quelle est la relation? Je fais ce rapprochement parce que quand on a subi de grosses pertes au sein du pays, après des 140 km de la capitale, et que pendant que la population demande une commémoration ou bien une journée de deuil national, et que vous n'avez rien fait, vous êtes resté dans votre coin, vous n'avez pas parlé, et que du jour au lendemain, on sort comme un lapin d'un chapeau, comme si on était un alchimiste pour venir dire que oui, automatiquement, oui, on a déjoué les tentatives de ceci, on a déjoué les tentatives. Je veux dire, ça peut être vrai, mais ça ne peut pas venir de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur. Parce que n'oublions pas qu'en son temps, Monsieur Ibrahima Traoré avait pris des engagements lorsque Monsieur Damimba avait chuté. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Je suis Ibrahima. Monsieur Ibrahim Traoré avait pris des engagements fermes à l'endroit de ses camarades, ses frères d'armes au niveau du Burkina. Mais dans les 10 points d'engagement qu'il a pris, il n'a respecté aucun engagement. Donc je me dis, est-ce que quelque part, aujourd'hui, ses frères d'armes, ça peut être vrai comme faux. Est-ce que ce n'est pas eux aujourd'hui qui lui en veulent pour lui dire finalement, tu nous as promis des choses, ça n'arrive pas, donc franchement, il faut que tu cèdes le tabouret. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on accuse? Et finalement, pour créer un pare-feu, il va dire oui, il y a tel point ici, il y a tel point passé. Bon, donc, on est habitué aux accusations d'Ibrahim Traoré, en fait, quoi. C'est ce que je veux dire. Daouda, des pays ont été cités, notamment... Pas Daouda, Barry. Barry. Alors, des pays ont été cités, notamment notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, Abidjan n'a pas encore réagi. Mais j'aimerais avoir votre regard. Quand nous écoutons la presse burkinabé, on a donc les noms des références des personnalités citées, on a des réunions qui ont été déjouées, une autre annoncée qui aurait lieu le 27 septembre à Abuja, au Nigeria. Enfin, Barry, est-ce qu'on pourrait avoir votre regard sur toute cette situation? Je pense que le ministre de la Sécurité burkinabé, le colonel Sana, a cette fois donné des détails. Oui. Parce que le président de la transition, le capitaine Traoré, nous avait habitués à faire un narratif sur des accusations sans toutefois donner des détails. Là, le ministre de la Sécurité l'allait avec un peu plus de détails. On a des éléments de preuve, selon vous? Voilà. Pas de preuves. Mais des éléments. Ce sont des détails. Très bien. Vous avez évoqué un certain nombre de personnalités, mais quand j'analyse un peu la situation, je me dis que c'est possible, hein, ce que le ministre dit. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai parce que ce n'est pas la première fois qu'en Afrique, un groupe de militaires prend le pouvoir et après, il y a des règlements de compte entre eux. Très bien. Ce n'est pas nouveau. Essayons d'établir quand même un petit distinguo ou un point sur les pays cités. Des citoyens d'une nationalité quelconque sont dans un autre pays. Ils font peut-être des réunions pour déstabiliser le leur. Est-ce que cela implique la nation dans laquelle ils sont? Non, justement, c'est là où j'allais en venir. C'est des problèmes qui peuvent engager des citoyens burkinabés qui vivent dans des pays. Je pense que la Côte d'Ivoire, il y a un citoyen malien qui était là, qui a quand même fait une déclaration. Il avait été expulsé. Tout à fait. Voilà. Et au temps du RSP, lorsqu'ils ont fait le coup d'État en 2016, il y a 2 éléments du RSP qui étaient à Abidjan, l'adjudant Moussa Nebié et un autre dont j'ai oublié, le régiment de sécurité présidentielle. Oui. Les autorités ivoiriennes les avaient mis aux arrêts et la coopération avait fait qu'ils avaient été expulsés au Burkina. Donc, que ce soit les autorités ivoiriennes, que ce soit les autorités ghanéennes ou nigérianes, je ne pense pas que les autorités soient impliquées. Mais il est possible que des militaires, des citoyens burkinabés vivant en exil, et surtout les militaires qui sont cités, il faut bien spécifier que ce sont des hommes avec lesquels le capitaine Traoré a déjà travaillé. Tout à fait. Voilà. Quand vous prenez l'ex-commandant des forces spéciales, le commandant Kinda,
en janvier 2022, c'était l'une des têtes pensantes du putsch aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous prenez le commandant Joanny Compaoré, qui l'a nommé à la tête des services de renseignement, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Mais qui est aujourd'hui accusé. Hein? Voilà. Quand vous prenez le colonel Yves Didier Bamouni, il était commandant des théâtres des opérations au temps du président Damiba et le président Damiba lui-même. Et si vous voyez bien, le Togo n'est pas cité nommément. Tout à fait. Pourtant, le président Damiba, il est au Togo. Vous voyez? Alors, il y a un problème. Mais pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que pour la Côte d'Ivoire, on nous cite sans donner de preuves? Pour moi, le capitaine Traoré utilise bien la maxime de Carl Schmitt. Les autorités politiques d'une nation ont besoin d'ennemis pour souder la nation. Et vous pensez que? Et ces ennemis-là, quand vous suivez le narratif du président Traoré, depuis qu'il est là, il y a la France, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO. Avant, le nom du Sénégal sortait. Mais si vous remarquez, depuis que le président Macky Sall n'est plus là, on évoque rarement le Sénégal. Donc, il y a la construction de l'ennemi. Il y a un ennemi qui guette mon régime et ça lui permet, au niveau de l'opinion publique, de fédérer le plus de personnes autour de ces accusations-là. Mais, comme je l'ai dit, cette fois-ci, il y a une nouveauté, c'est que le Niger, le commandant Kinda, il a été arrêté au Niger. Mais le Niger n'est pas cité, justement. Voilà, il ne cite pas le Niger. C'est son allié. Parce que c'est son allié de l'AES. Si le Niger abrite des personnalités, pourtant, ceux qui ont été arrêtés sont arrêtés au Niger. On n'accuse pas les autorités nigériennes. Mais peut-être qu'on accuse celles du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire parce que c'est la colonne vertébrale de la CEDEAO. Mais en même temps, il faut préciser que les autorités nigériennes ont été citées dans le travail de concertation qui a eu lieu. Tout à fait, mais Christelle, est-ce que vous savez que le gouvernement ivoirien a arrêté un individu qui utilisait un sobriquet qu'on appelle Gauthier Pasquet, pour ceux qui sont un peu sur X. Les autorités ivoiriennes l'ont arrêté en septembre passé. Il est toujours en prison. Et il est en prison. Et les autorités ivoiriennes, selon les notes de presse de Jeune Afrique, de RFI à l'époque, ont transmis un certain nombre de dossiers aux autorités du Burkina Faso. Donc, il y a une coopération. Moi, je pense que le problème, en réalité, c'est parce que la diplomatie a été mise de côté qu'il y a cette tension-là. Je pense que si la diplomatie, si les autorités burkinabées mettent en avant la diplomatie, comme le font les autorités ivoiriennes, je pense que c'est des points qu'on peut régler autour d'une table de négociation sans tambour ni trompette. Si les autorités burkinabées ont des preuves d'un complot, ils seraient remontés à la tête des États. Je pense qu'avec les preuves, la Côte d'Ivoire va mettre aux arrêts tous ceux qui sont concernés et les extrader. Comme elle a déjà commencé à le faire. Ce n'est pas une première. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. En matière. Très bien, Sarah. Oui. Le Burkina accuse la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, justement, de fomenter un coup d'État contre la stabilité de leur pays. Oui. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue, Sarah. C'est une situation qui est très préoccupante pour le Burkina Faso et pour toute la région. On fait face quand même, on a une liste qui a été publiée par le gouvernement burkinabé qui implique des personnalités politiques, donc l'ancien chef de la transition, l'ancien président Kaboré, etc. C'est des accusations qui sont quand même importantes et qui peuvent mettre en péril, si vous voulez, la stabilité politique du pays et de la région. Donc ce n'est pas des choses qu'il faut prendre, c'est des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. On est dans une période, pour moi, assez sombre. On rentre dans une période assez sombre et ça dure depuis plusieurs mois maintenant. On voit deux blocs s'affronter et s'accuser de vouloir déstabiliser l'un et l'autre. On a d'un côté les pays de l'AES et puis de l'autre les pays restants de la CEDEAO. Fidèles à l'organe. Ouais. Oui, et puis derrière, on a aussi, en plus des accusations qui sont quand même assez graves, de déstabilisation, on a aussi des morts côté militaire, mais aussi côté civil, et assez importantes. Oui, Daouda en parlait tout à l'heure. Donc pour moi, ça ne présage rien de bon. Après ces accusations, on est dans un tournant. Pour moi, la partie diplomatie est très importante. Et en Côte d'Ivoire, on a, si vous voulez, je pense à une grande responsabilité. Laquelle? D'éviter l'escalade et d'éviter pour l'instant, en tout cas, ou d'être très prudent au niveau, je dirais, des officiels, des réactions officielles à venir par rapport aux accusations. Donc vous voulez dire que Sarah, qu'Abidjan fait bien pour l'instant de ne pas réagir? Oui, ils font bien de ne pas réagir pour le moment, surtout qu'on parle, vous savez, de ces accusations, on parle de prétendus. On suggère que certaines personnes sont ou non
coupable, de devoir déstabiliser. Oui. Ce que j'ai envie de dire comme conclusion, c'est qu'on a tous un ennemi commun qu'on appelle groupe terroriste XYZ. Et on doit rester focalisé sur cette lutte. Et pour moi, la véritable lutte, véritablement lutter contre le terrorisme, il n'y a qu'une seule arme, c'est le développement économique, la création d'emplois stables. C'est la seule véritable arme. Et pour ça, on doit agir de concert. Parce que le développement économique ne peut pas avoir lieu, ne peut pas durer s'il n'y a pas de sécurité. C'est clair. Donc mon message, moi, c'est vraiment de se focaliser sur l'essentiel et surtout de rester unis. L'intégration régionale est absolument importante. Donc éviter l'escalade, je pense que c'est la mission aujourd'hui de la diplomatie ivoirienne. Marius Komoué, justement, on a la liste de toutes ces personnes-là qui seraient donc à la base de la tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Pensez-vous que ces personnes impliquées dans cette affaire pourraient véritablement faire basculer le calme et la paix au pays des hommes intègres? De toutes les façons, le régime actuel au Burkina, je veux dire le régime qui exerce le pouvoir d'État au Burkina, devrait s'attendre, bien évidemment, à des actions de déstabilisation. Pourquoi venant de ses propres fils et de ses propres filles. Pourquoi devrait-il s'attendre à cela, Marius? Mais comment sont-ils arrivés au pouvoir? Par un coup d'État. Eh bien voilà. Donc, ce qui nous gêne dans cette affaire, c'est que un pays en proie à une insurrection djihadiste qui rend la situation sécuritaire sur l'ensemble de son territoire national assez délétère, ayant accusé la France, ayant même coupé les ponts avec la France et ayant fait un recentrage avec la Russie, n'arrive pas encore à juguler la question sécuritaire au point que l'Organisation mondiale Human Rights Watch a annoncé, à la suite d'un rapport, d'une enquête sur l'ensemble du territoire burkinabé, a annoncé avoir dénombré 6 000 morts allez-y, terminez ces derniers moments, avec au moins 1 000 civils tués. Pourquoi est-ce que dans votre intervention, vous mentionnez le fait qu'ils aient coupé les relations avec la France et se diriger vers la Russie? Pourquoi c'est important de le mentionner, En Marius? coupant les liens avec la France, les autorités actuelles au pouvoir au Burkina se rapprocher de la Russie, trouvaient que la France n'a pas véritablement aidé le pays à assurer la sécurité au point qu'ils ont même accusé la France de voler les ressources de ce pays. À un moment donné, ce discours semblait plaire à une classe panafricaniste en Afrique, y compris en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec du temps, on se rend compte qu'eux-mêmes, en tant qu'autorité, et bien qu'ils soient, bien que ces militaires soient en relation, en recentrage avec la Russie, n'ont pas encore réglé la question de la sécurité. Aujourd'hui, les rapports que nous avons avec nos confrères de la société civile au Burkina nous laissent croire que la situation est extrêmement délétère. Les coupures d'électricité se font régulièrement ressentir. La vie est devenue extrêmement chère pour tous les ménages. Et chose bizarre, c'est les pushistes qui grossissent et se construisent de grosses villas. Vous savez que le sujet de la vie chère n'est pas seulement typique au Burkina. Quand je dis une chose, c'est des choses qui sont avérées. Très bien. Et nous avons des informations de sources crédibles qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer ainsi. Cela n'empêche pas quand même que nous nous attardions sur la situation de la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas la première fois que les autorités burkinabées accusent mon pays et les autorités de mon pays de déstabiliser un pays frère comme le Burkina. Que voulez-vous qu'Abidjan fasse? Mais il faut bien que... Non, ce n'est pas Abidjan qui doit faire, c'est l'accusateur qui doit démontrer et attester des preuves de ces accusations. Nous attendons vraiment que les autorités burkinabées montrent le visage hideux des autorités ivoiriennes qui n'ont de cesse de déstabiliser leur pays pour que toute la communauté internationale soit désormais avertie des mauvaises pratiques d'Abidjan. Parce que de cette façon, annoncer de tout temps que les autorités ivoiriennes déstabilisent notre pays et sans véritablement apporter des preuves, cela nous laisse dubitatifs. Très bien. Et ce qui est croquignolesque dans tout ça, c'est qu'ils ne font rien pour rétablir la situation. Merci beaucoup. Bravo, Marius. Daouda, mon point, c'est un point maintenant de sortie de crise. Alors, comment est-ce que, justement, on arrive à réguler la question de la sécurité et de faire en sorte que les pays ne s'accusent plus ou ne se regardent plus en chien de faïence? Est-ce qu'on pourra arriver à rétablir les relations, à ce qu'on ne dise plus « tu veux me déstabiliser, non, c'est toi qui veux ».
Quelle est la voie de sortie, justement, Daouda? Il y a une voie de sortie. Laquelle, C'est la selon vous? coopération, Christelle. C'est la coopération entre les États. Et cette coopération existait déjà entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est le même Ibrahim Traoré qui a mis fin à cette coopération dès qu'il est arrivé au pouvoir. Et ça m'amène à me poser, à l'aune de toutes les réponses que Barry a données, ça me pose une question. Parce que je vois, et je tiens à tirer mon chapeau au service des renseignements burkinabés, Oui. parce qu'ils ont Pourquoi? de la dextérité. Ils sont forts. Ils ont été capables de trouver tous les complots ourdis contre eux en Côte d'Ivoire, au Niger, comment on appelle ça, au Ghana. Ils ont même parlé de Tamale, les réunions, même les dates, ils connaissent ça. Mais je suis surpris que ce même service de renseignement n'a pas été capable de savoir qu'ils allaient avoir l'attaque de Barça Logo. Ils n'ont même pas été capables de savoir qu'il allait avoir des attaques et des morts dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. C'est de ça qu'ils choisissent. Et donc la sortie des crises d'aujourd'hui, pour moi, c'est de répondre aux besoins les plus primaires des Burkinabés. Lesquels? Sarah parlait de quoi? Du développement. Il faut leur donner à manger. Il faut leur donner l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, quand Ibrahim Traoré se dit comme si... En fait, il a peur du décapiteur. C'est comme le décapiteur qui a peur que le couteau passe derrière sa tête. C'est à ça qu'on assiste, parce que finalement, tous ceux qu'il a cités, mais c'est des gens avec qui il était en association avant. Donc il s'est dit que ceux-là lui en veulent. Mais toi, tu es venu par un coup d'État. Donc aujourd'hui, quand on regarde au Burkina, mais c'est normal, celui qui a la force peut aussi venir par un coup d'État. Il faut qu'on sorte de cela. Et donc, la première des choses, moi je pense qu'Ibrahim Traoré commence d'abord à respecter les engagements qu'il a pris avec ses camarades lorsqu'il prenait le pouvoir, lorsqu'il renversait Damimba. Il faut qu'ils respectent cela pour que la stabilité soit au Mais bien sûr, c'est la première des choses. Il y avait 10 points. 10 points d'accord. Il n'a respecté aucun de ces points d'accord. La première solution commence par ça d'abord. Merci beaucoup, en espérant que la paix revienne tant au Burkina, en tout cas que la stabilité revienne dans notre sous-région qui s'anime un peu trop de la façon la plus mauvaise, mais en tout cas les populations de l'Afrique de l'Ouest veulent la paix et la stabilité. C'est tout ce que nous demandons. Messieurs, revenons en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors, il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Burundi, le Rwanda et l'Éthiopie qui seront en Côte d'Ivoire pour 7 matchs. Voilà, au-delà donc des palabres politiques, la Côte d'Ivoire est toujours là pour ouvrir ses portes, cette fois-ci pour le sport et même pour d'autres choses. Ces pays-là seront là. Daouda, les éliminatoires de la CAN donc, vont abriter tous ces pays-là. Pourquoi? Parce que nous avons les infrastructures, Daouda, tous les détails. Déjà, avant de commencer, je tiens à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire parce que ça prouve que nous, la Côte d'Ivoire, nous avons organisé la plus belle CAN jamais organisée en Afrique. Et comment on appelle ça, l'héritage de cette CAN-là, c'est de ça qu'on profite aujourd'hui. Quand on voit des pays, je vois Barry qui était dernièrement à Yamoussoukro, même s'ils ont perdu, c'est pas bien grave, vous allez vous référer. Mais ça prouve que c'est quelque chose d'important de voir le Burundi, de voir le Ghana, pays voisin qui va venir jouer chez nous, parce que eux choisissent aujourd'hui. Mais on attend la confirmation du Ghana toujours. Hein. Ouais, mais bon, on sait tous qu'il n'y a pas. On attend leur confirmation, mais une chose est sûre, le ministre des Sports délégué, M. Metzilas, a dit qu'il allait revenir sur ce point-là. Moi, je suis très content. Surtout pour un point, celui du Burkina. Pourquoi? Je suis content parce que ça veut dire que au-delà des dissensions politiques, il n'y a véritablement pas de problème véritable entre les peuples burkinabés et les peuples, comment on appelle ça, ivoiriens. Moi, je le dis tout le temps, il faut aller plus loin que ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les peuples vont toujours commercer. C'est clair. Les peuples vont toujours se déplacer. Les peuples vont toujours se marier. Quand on regarde les liens qu'il y a entre la... Non, mais c'est vrai. Le lien qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est tellement profond que ni Ibrahim Traoré, ni Alassane Ouattara ne pourront gâcher cela. Barry, réaction sur la présence de ces pays en Côte d'Ivoire pour participer à l'éliminatoire de la CAN. Et on note avec beaucoup de plaisir la présence du Ghana, du Bénin, de la Guinée, du Burkina, du Burundi, l'Éthiopie, le Rwanda. Enfin, Barry, comment est-ce que vous réagissez à cette actualité sportive?
Bon, je dirais d'abord, avant d'entrer en profondeur, que le soft power ivoirien en marche. Hein. Le produit Côte d'Ivoire se vend. C'est tout ça. Hein. Au-delà de le tout ce rôle qu'on d'un peut, État, voilà, il faut vendre le produit. Et la Côte d'Ivoire, c'est une destination qui marche. Allez-y au port autonome, vous verrez les paquebots qui viennent depuis que la CAN est terminée. Donc, j'ai inscrit ça dans le domaine du soft power diplomatique que la Côte d'Ivoire a décidé d'engager. Et vous voyez Sublime Côte d'Ivoire lors des matchs de l'Olympique de Marseille. C'est tout ce canevas-là, c'est toutes ces réalités-là qui sont mises en avant. Et aujourd'hui, la force des choses fait que tous ces pays cités-là ont des problèmes de stade homologués. Donc, naturellement, ils auraient pu aller ailleurs. Moi, je prends toujours le cas de la Guinée, qui jouait au Maroc. J'ai été l'un des premiers à m'offusquer parce que j'ai dit à un certain nombre de frères, j'ai dit, c'est inconcevable d'aller jouer au Maroc alors que tu as un stade à Yamoussoukro, tu as un stade Félix Houphouët-Boigny où on peut jouer. Et comme si nous étions à domicile, où on peut faire 40, 50 000 spectateurs. Malheureusement, on n'a pas autant de ressortissants guinéens au Maroc. Et je pense que j'ai été entendu parce que nous avons joué à Yamoussoukro, même si on a perdu. Le Burkina aussi devait jouer au Non, Maroc. le Burkina joue au Mali. Mais en réalité, le Burundi les reçoit en Côte d'Ivoire. Donc, au lieu d'aller voyager encore au Mali, mieux vaut rester à Bouaké, jouer les 2 matchs, ça permet aux joueurs de récupérer et ça leur permet aussi de jouer devant un grand public. Bien sûr. Parce que, au-delà de ce que Daouda a dit, les Burkinabés, ils sont chez eux en Côte d'Ivoire. Donc, les étalons vont jouer peut-être devant un guichet fermé. Très bien. Voilà, donc, mais avant de jouer au Mali, ils ont quand même joué au Maroc. Hein. Sarah, pas très foot, mais bon, juste un petit mot. C'est bien. Ça montre la vitalité de la politique ivoirienne. Parlons de sport. Tout à fait. Et puis vous savez, au-delà des tensions politiques, etc., il y a certains domaines qui réunissent, quoi qu'il arrive. Bon, il y a le business, hein, quand il s'agit de faire des affaires. Les hommes d'affaires se moquent complètement de la politique. Il y a aussi les relations amoureuses, il n'y a pas de frontières. Et puis il y a le sport. Le sport aussi réunit les peuples. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et puis c'est une très bonne chose qu'on a plein de belles infrastructures aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Depuis la CAN, ça va permettre un petit peu de les amortir et de les utiliser. Donc le sport réunit. Marius Komoré, un homme satisfait aujourd'hui parce que notre pays... On a critiqué voilà, le finance, enfin, les installations. Le consommateur. Ça coûte cher. Est-ce que tout ça, finalement, aujourd'hui, ça sert, Marius? La pilule était amère par le passé. Mais ça passe maintenant. Mais ça passe maintenant. Oui, mais puisque ça nous permettra de faire entrer assez d'argent, ces compétitions qui se joueront sur les terres, sur nos terres ivoiriennes. Bien sûr, la terre étant entendu que c'est tous nos stades qui sont sollicités par les pays qui nous entourent et ceux même qui sont un peu au-delà. Le Rwanda qui quitte un peu plus loin. Le Burundi, pardon. Mais même le Rwanda est cité dans cette histoire. Et donc, je pense que ça augure de lendemain meilleur. C'est le lieu, donc, encore une fois, de féliciter le gouvernement ivoirien. Mais surtout, l'Office national des sports qui a fait le marketing politique pour que justement tous ces États-là viennent jouer ici. Merci également au ministre délégué des Sports, M. Metchadé Silas, qui travaille justement à ce que ce projet-là soit un succès. On se retrouve dans quelques instants pour parler cacao. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Barry est toujours là. Bonsoir encore une fois. Sarah, Marius, Daouda, on est là. Accompagné cette fois-ci de M. Konan Kwasi, président adjoint du comité d'organisation de la Journée nationale du cacao et du chocolat qui aura lieu du 28 septembre au 30 au Parc des Expositions. Il n'est pas seul, il est en compagnie de M. Crisouo Claude Gervais, président de la commission sport. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Pas de planteur, pas de cacao. C'est la thématique justement de cette journée du cacao et du chocolat qui aura lieu, donc je le rappelle, du 28 au 30 septembre. Pourquoi une telle thématique avec vous, monsieur le président adjoint du comité d'organisation? Merci madame, merci de nous accueillir sur votre plateau. Alors, la journée nationale du cacao et du chocolat, en abrégé JNCC, est donc à sa 9e édition. Et au cours de cette édition, nous avons voulu aborder le thème pas de planteurs, pas de producteurs, pas de cacao.
Pourquoi? Pourquoi cette thématique, justement? Parce qu'il faut attirer l'attention de toute la population ivoirienne sur l'importance du cacao et sur l'importance du producteur de cacao. Vous savez, dans nos familles, chaque année, on célèbre ce qu'on appelle les papas et les mamans. Ouais. La fête des pères, la fête des mères. Oui. Je crois que si on les célèbre, c'est compte tenu du rôle important qu'ils jouent au sein des familles. Et pour nous, si le président Félix Houphouët-Boigny est appelé père de la nation, les producteurs de cacao, ils sont les pères de l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, on se le rappelle. Et particulièrement donc du cacao. Alors pour cela, il est important que chaque année, au moins une fois dans l'année, nous puissions magnifier ces papas, ces producteurs et productrices de cacao qui font beaucoup pour la Côte d'Ivoire. C'est grâce à eux que la Côte d'Ivoire a connu son développement économique depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et donc, il n'est pas superflu de penser à eux. Très bien. Mais ce qu'on constate, c'est que ces producteurs-là ne sont pas toujours bien logés. Ils ne bénéficient pas toujours du fruit de leur labeur. On a observé que beaucoup de producteurs sont dans la misère. Et donc, il est important que nous réfléchissions à comment faire en sorte que ces producteurs-là trouvent une meilleure situation, améliorent leurs conditions de vie pour qu'ils puissent continuer à produire le cacao. Et donc, c'est une interpellation pour l'ensemble des acteurs de la filière, y compris l'État de Côte d'Ivoire, y compris les exportateurs, les pays consommateurs. Tous ceux-là qui interviennent en tout cas dans la... Tous ceux qui interviennent, y compris même les acheteurs de produits, qui parfois, sur le terrain, ne respectent pas les prix homologués. Très bien. Alors, avec le président justement de la commission sport, juste un bilan, avant de laisser la parole à mes amis, un bilan des éditions précédentes. D'accord. De l'édition précédente, pardon. D'accord. Il faut dire d'abord que la commission sport a intégré la GNCC depuis cette édition. L'année dernière, nous n'avons pas eu de GNCC. Mais l'année d'avant, nous avons évolué sur le terrain du campus de l'université où on a eu beaucoup d'engouement au niveau des inscriptions des équipes. Ce sont les producteurs qui ont joué? Non seulement les producteurs avaient une équipe, il y avait des associations et nos partenaires dans la filière café-cacao qui ont été invités à participer. Très bien. Barry, question. Au-delà du sport, vous êtes à votre 9e édition. Je vais emboîter le bac à Christelle. Aujourd'hui, sur la situation des producteurs et sur les événements que vous organisez, quel bilan vous pouvez tirer des précédentes éditions? Et surtout, mettez le bilan en rapport avec la situation des producteurs du cacao. Alors, sur le bilan donc, des différentes éditions, ce qu'il faut dire déjà, c'est que les objectifs donc, de la Journée nationale du cacao et du chocolat, c'est de célébrer donc, le producteur, de faire connaître le cacao à l'ensemble des Ivoiriens, parce que certains de nos frères et sœurs, nos petits frères et sœurs, nos enfants, certains ne connaissent même pas le cacao. Certains même ne savent même pas que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Très bien. Donc, l'un des objectifs, c'était de faire en sorte que nous tous, nous soyons conscients que le cacao est un élément important pour la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes premiers producteurs depuis de nombreuses années. Donc, il est important que cela soit su et soit donc ancré dans l'esprit de nos enfants, de nos élèves et étudiants. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on n'oublie pas d'où on vient. Voilà. Très bien. Daouda, question. Moi, j'ai une question très précise avant de rentrer dans le sujet. C'est qu'à la vérité, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites au Conseil Cacao, Conseil Café Cacao, du café et du cacao pour promouvoir véritablement la consommation du produit fini cacao. Mais je voudrais m'appesantir sur le café. Parce que j'ai eu une grosse frustration. Laquelle? J'ai été aux États-Unis, je voyais dans n'importe quel point des points café, oui. publics, de services publics, il y a du café gratuit. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'en Côte d'Ivoire, nous soyons le 3e pays producteur de café et qu'on n'arrive même pas à consommer notre propre café. Certains pas des cafés éthiopiens, des cafés du Brésil, tout et tout. Pourtant, nous sommes 3e. Il va réagir? Alors, bon, avant de répondre à la question, je voulais préciser que notre présence sur votre plateau
qui est l'un quand même des plateaux les plus suivis en Côte d'Ivoire, c'est de parler de l'événement qui va avoir lieu du 28 au 30 septembre. Il y aura, au cours de cet événement, des panels, il y aura des panels qui vont réagir sur les questions posées sur les questions très techniques. bien. Il y aura des panels qui vont réagir sur cela. Les différentes allocutions qui auront lieu vont donner un certain nombre d'informations. Et donc, je voudrais vous inviter, en tout cas, à venir pendant les 3 jours. On aura également sur notre stand une chaîne de télévision sur laquelle va passer tous les panels acteurs. En direct. Et donc, vous aurez l'occasion de discuter avec tous les acteurs, que ce soit le régulateur qui est le Conseil Café Cacao, ou les exportateurs, ou les transformateurs. Vous aurez l'occasion de discuter avec eux. Très bien. Mais pour donner une petite réponse à la question que vous posez, c'est que la dernière édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat portait justement sur la consommation du cacao. Et on a voulu inciter des transformateurs à s'intéresser à cette filière de transformation. Et donc, c'est pour ça que lors de cette édition-là, le thème était sur donc, la transformation. Et des actions sont, vous parlez de café, les actions sont menées. Nous avons récemment, par exemple, accompagné un certain nombre de torréfacteurs pour le café. On les a installés, le Conseil du Café Cacao les a installés, les a accompagnés. Et aujourd'hui, ils commencent à travailler correctement sur le terrain. Très bien. D'autres détails, donc, ce jour-là, lors des panels qui auront lieu, voilà, du 28 au 30. On revient donc sur la thématique qui est la journée, l'organisation de cette journée, les différents programmes. Sarah, question? Oui, cher Président, j'ai 2 questions pour vous. Je vais commencer par la première, en ce qui concerne la rémunération des producteurs. Vous savez, aujourd'hui, on a une méthode de fixation des prix qui garantit un prix minimum, le prix Borchamp. Or, en fin d'année, en décembre 2024, on a bien vu que les cours mondiaux du cacao ont atteint un record. On était à 10 000 $ la tonne. Au Cameroun, les producteurs ont un peu plus de chance parce qu'on est effectivement aussi dans un système qui est plutôt libéralisé. Ils ont atteint un prix autour de 5 200 francs le kilo. En Côte d'Ivoire, on était à 1 000 francs. Et ensuite, pendant la campagne intermédiaire, ça a été augmenté, on est passé à 1 500. Avec ce niveau de rémunération, pensez-vous que les producteurs peuvent survivre et vivre de manière décente? Et surtout, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être le moment de repenser tout simplement notre méthode de fixation des prix, trouver quelque chose de plus, je ne sais pas, hybride, pour que les producteurs soient vraiment rémunérés à leur juste valeur? Très bien. Je voudrais rappeler que ce n'est pas la thématique. Attention. Parce qu'on parlait tout à l'heure des producteurs, on disait qu'il n'y a pas de cacao s'il n'y a pas de producteurs. Oui, tout à fait, c'était la thématique. C'était la thématique, mais il a dit que la thématique sera développée lors de ces panels. Et il vient de nous rappeler qu'attention, il n'est pas là pour aller sur différents sujets. Qu'il est là justement pour parler... J'ai pas reçu les informations. Voilà, donc il est là pour parler du programme et de ce qui va se passer. On voit bien que la thématique intéresse. Hein. Donc assurément qu'après ce programme, vous reviendrez ici faire le bilan des différents points que vous allez aborder lors de ces sujets-là, y compris le sujet abordé par Sarah. Mais si vous avez une autre question... Je vais quand même dire un mot. Merci. Parce que ça rentre en plein dans le thème qui a été choisi, la question que vous posez. Donc, comment faire pour que le producteur continue à exister, pour que le cacao puisse toujours être produit? Donc, toutes ces questions de rémunération, toutes ces questions d'amélioration des conditions de vie, rentre en ligne de compte dans cette thématique et c'est ce que nous allons donc discuter pendant ces 3 jours. Très bien, donc on attendra les conclusions de ces 3 jours, n'est-ce pas? Marius Komoé? Oui, je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur la question donc, de la transformation du cacao local, notre cacao local. Vous parliez, Sarah, vous emboîtez le pas de la rémunération à juste prix, des efforts consentis par nos paysans, nous-mêmes, fils de paysans, et nous demandons depuis des lustres jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire, 60 ans d'indépendance. Aujourd'hui, nous continuons encore d'exporter chez des autres qui transforment et nous reviennent avec le produit fini beaucoup plus cher qu'ils ne nous l'ont acheté. Ça ne vous cause pas de problème? Aujourd'hui, le Conseil Café Cacao, quoi qu'on dise, devrait aujourd'hui s'appesantir sur cet aspect des choses. Je pense que si nous arrivions nous-mêmes à transformer notre produit, eh bien, on en tirerait les plus grandes dividendes. Qu'en pensez-vous? Alors, messieurs, s'il vous plaît, je sais très bien, je voudrais juste nous rappeler
que nos amis sont là pour parler de leur agenda. Restons sur la thématique. Très bien. Moi, j'ai une question justement voilà, sur la thématique. La thématique, elle est là, fixée là. Restons sur la thématique. On pourra les rappeler après. Exactement. Pour échanger sur toutes nos préoccupations. Mais nous avons un fil conducteur, respectons-le. Barry. Monsieur le Président, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes à votre 9e édition. Quelle est l'originalité de cette 9e édition-là comparée aux éditions précédentes que vous avez eu à organiser? Alors, la GNCC, je l'ai dit tout à l'heure, l'un des objectifs, c'est de célébrer donc, le producteur. Donc, on ne peut pas célébrer quelqu'un en changeant tout le temps. Il y a des choses qui sont instituées, que nous reprenons chaque jour, et à chaque édition. Et puis, il y a des éléments qui viennent agrémenter pour faire un peu d'innovation. Donc, les éléments importants qui sont habituels et que nous refaisons, c'est par exemple la récompense des meilleurs producteurs et des meilleures sociétés coopératives. Ça ne manque pas. Donc, les 3 meilleurs producteurs de Côte d'Ivoire de cacao, les 3 meilleures sociétés coopératives, plus la meilleure productrice de cacao, ces 7 personnes seront récompensées. En plus de cela, il y aura donc tout ce qui est lié à l'activation promotionnelle. Tout à l'heure, vous parliez de transformation, mais si on transforme, il faut qu'on puisse consommer. Absolument. On a parlé de transformation. Donc, il y a beaucoup d'activités de promotion qui vont avoir lieu. Notamment, depuis ce matin d'ailleurs, il y a une parade qui se fait dans la ville d'Abidjan, qu'on appelait Cacao Tour. Et puis, il y aura également, vous allez trouver dans certains supermarchés, des stands pour exposer un peu tout ce que nos artisans chocolatiers font. Il y aura des coûts réduits? Bien sûr, je pense qu'ils vont en profiter. Dans les stands sur place? Oui, ils vont en profiter dans les stands, dans les supermarchés. Et puis, nous allons visiter également certaines écoles primaires pour faire découvrir justement le cacao et le chocolat à nos enfants. Sur le site du parc des expositions, on a institué un petit village où les enfants vont venir découvrir le chocolat, le cacao avec des jeux et tout. Et puis voilà, on a des points éclatés également dans la ville d'Abidjan où on va installer également des stands où la population peut aller donc déguster gratuitement. Gratuitement. Et puis voilà, c'est important la précision. On a mis également en honneur cette année nos artisans chocolatiers avec nos stylistes, modélistes. Qui vont Gilles Touré, Viviane Kwame, Création Axel Emmanuel. Un défilé de mode en robe et accessoires de chocolat. Donc voilà l'innovation en tout cas pour cette année. Et puis les thèmes de panel que nous faisons chaque année, ce sont des innovations aussi puisque ce n'est pas toujours les mêmes thèmes. Donc ça permet quand même de réfléchir sur les problématiques que vous avez soulevées. Est-ce qu'on peut avoir justement les thématiques qui seront Alors il y a essentiellement 2 thématiques. Il y a un qui porte sur l'amélioration des conditions de vie des producteurs, des conditions de vie et de travail des producteurs. Et ça fait depuis 2012 que la Côte d'Ivoire a entrepris une réforme de cette filière. Des actions sont menées en faveur donc, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs. Et donc, il s'agit d'aller faire le bilan et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les points sur lesquels nous n'avons pas suffisamment travaillé, et puis voir qu'est-ce qui peut être fait. Il se murmure, avant de passer la parole à Sarah, il se murmure qu'on pourrait avoir une annonce assez majeure sur la fixation du prix lors de ces journées. Vous confirmez? Ben voilà. Alors, le deuxième thème du panel, très bien. Le deuxième thème du panel, c'est comment faire en sorte que le métier de producteur prenne de la valeur et que nos jeunes frères n'abandonnent pas donc, la culture du cacao. Très bien. Donc, comment valoriser le métier de producteur de cacao? On s'en tient à cela. J'arrive, j'ai pas fini. Oui, ok, allez-y. Alors, vous avez posé la question sur le prix qui se murmure. Qu'il serait annoncé lors de ces journées, du 28 au 30. Le lundi 30 septembre, le prix du café et du cacao, les prix du café et du cacao seront annoncés. Là-bas, lors de ces journées? Lors de ces journées. Très bien. Par qui de droit? Okay. Oui, par les autorités ivoiriennes. Allons-y avec Sarah, permettez. Non, je termine rapidement. Il y a une cérémonie de crosse aussi et de maracana qui sont ceux des Ivoiriens qui sont invités à y prendre part.
Il n'y a pas que des Ivoiriens. Est-ce que c'est seulement des cacao-culteurs? C'est tous les amis de la Côte d'Ivoire aussi présents ici. Ivoirienne. Ah, ben Ok. voilà. Toute la population ivoirienne, seulement que des dispositions ont été prises. Nous sommes à 2 jours pratiquement de l'événement. Ce n'est pas maintenant qu'on va s'inscrire. S'inscrire, ouais. Ah oui, c'est ça c'est vrai aussi. Très bien. Mais il va dire Mais juste en un ce qui mot. concerne le cross, comme il a abordé ce sujet, même jusqu'au dernier jour, les intéressés, inscriptions peuvent les continuer. intéressés peuvent venir s'inscrire. Ah, c'est intéressant. Voilà. Il y a des critères. Oh, c'est par catégorie. Ah, ouais, ouais. Il y a des juniors, il y a des seniors, il y a des cadets, il y a des vétérans. Donc en fonction de l'âge, quand vous venez vous inscrire, nous on vous classe. Combien de kilomètres à Oh, parcourir? juste 10 petits kilomètres qu'à parcourir. Après, les premiers gagnent quoi, par exemple? Il y a des lots. Oh, il y a des lots. Il y a des lots. Oh, très Ça, bien. c'est des surprises. Mais des lots Il y a des importants. lots. Il n'y a pas d'argent Il y a- dedans. Pas Il négligeable. y a l'argent, il y a tout. Il y a du cacao, il y a du chocolat, il y a tout ce que... Cacao-culteurs. Bien Ce sûr. sont des lots C'est des lots. qui vont pas Ils vont aller chercher découvrir. dans les lots de Voilà. la Fédération internationale d'athlétisme. Tout à fait. Très bien. Quand même, ils ne sont pas négligeables. Bien sûr. Alors, Sarah, question ensuite, Daouda. Oui, rapidement. À votre niveau, j'aimerais savoir si vous observez ou non un nombre croissant d'entrepreneurs qui se lancent dans la transformation du cacao en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. En tout cas, c'est un combat que nous menons chaque jour et nous les accompagnons. Vous voyez aujourd'hui ce que nous présentons pour le défilé. Ce sont des Ivoiriens que le Conseil du café cacao a accompagnés et chaque année nous en faisons. Et effectivement, alors, en termes de transformation, il faut savoir que déjà à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays broyeur de cacao au monde. Ça veut dire qu'on a entamé, en tout cas, le processus de transformation. Transformation. Et en tout cas, on encourage beaucoup les artisans chocolatiers parce qu'ils ont la technicité de faire du chocolat différemment de ce qu'on connaît de Et l'Occident. vous pensez qu'il y a suffisamment de conditions réunies pour qu'ils puissent réussir dans cette industrie, justement? Les conditions sont nombreuses, les conditions à réunir sont nombreuses, mais on fait vraiment le maximum qu'on peut. L'État a sa part à jouer, les privés ont aussi leur part à jouer. Très bien. Les banques aussi, Les financement. banques, On va écouter Daouda, question. C'est une équipe, oui. Moi, en fait, j'ai un petit problème avec, pas que j'en veux au parc des expositions, mais je veux dire pour une question de cacao qui intéresse plus ou moins tous les Ivoiriens. Pourquoi ne l'avoir pas fait au centre-ville de sorte à ce que tout le monde puisse... Ou par exemple? Je pense au Palais de la Culture, par exemple, qui est accessible voilà, à tout le monde. L'exposition est très grande. Non, Il est très loin. Voilà. Oui, mais- Ça, c'est son concernant point de vue, c'est mon point, oui. l'accessibilité. Et le deuxième point, c'est de savoir, ça, ma question, ça s'adresse à vous, c'est de savoir combien de participants vous attendez et comment va se faire l'entrée. C'est gratuit, c'est payant, comment ça va se passer? Donc, le président de la Oui. commission sport va réagir sur la question du choix du parc, Oui, des expositions. le choix du parc, comme c'est les GNCC, c'est tournant. Tantôt, on l'organise à Cocody, à la Riviera, et ainsi de suite, d'accord. à Yamsoukro, ainsi de suite. Il n'y a pas de site précis. Non. Donc, cette année, le comité a décidé, par le biais de la hiérarchie, que ça se fasse au parc des expositions. Très bien. Voilà, on attend un peu plus de 3000 Participants. Participants? non, Artisans? athlètes. Athlètes. Ah, Pour le d'accord. cross. Pour le 3000. cross. Et le Ok. marathon. Environ, parce que notre vivier, c'est comment on appelle ça, l'INJS. On a approché l'INJS qui compte nous mettre à disposition les élèves qui sont intéressés. Il y en a au moins 2000 qui se sont inscrits. OK. Maintenant, il y a eu la possibilité pour ceux qui ne sont pas à l'INJS, qui sont de l'autre côté, de s'inscrire par le web. Donc, il y a un lien qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Donc, on a eu beaucoup d'inscrits. Là où je vous parle, nous sommes environ à 2800 Participants. participants, ne serait-ce que pour le cross. Wow. Je profite en même temps pour rebondir sur le Maracana, parce que ce jour-là, on n'aura pas que le cross. Il y On aura aura aussi aussi le un Maracana. tournoi, un championnat qui va porter sur le Maracana. Et ça va se jouer où? On a adopté la stratégie d'utiliser le parking du parc des expositions. Et on va tracer le terrain nous-mêmes, on va porter les poteaux. Et c'est sur ces terrains, c'est un grand parking qui va prendre 2 terrains. On va y jouer. Maintenant, dans En la espérant que vous compétition- allez trouver un autre site, évidemment, pour le parking des véhicules. Non, il y en a assez. Ok. Le parc des expositions est grand, c'est vaste. Oui, tout à fait. Donc, je quand sais. vous allez arriver, pour parquer les véhicules, ça sera... Il n'y aura pas de problème. Non, il n'y aura Très pas de bien. problème. Donc, on aura 2 championnats. Un championnat féminin et puis un championnat masculin.
les années passées, on avait pour habitude d'inviter les anciennes gloires, mais cette année, on a essayé de couper un peu l'herbe sous les pieds des anciennes gloires parce qu'ils ont tendance à toujours emporter. Donc on veut donner la chance à des citoyens lambda. Voilà. Vous avez corsé la chose avec les élèves de l'INGS. Au cross, nous avons perdu d'office. Non, vous n'allez pas perdre. C'est pas catégorie, vous n'allez pas perdre. On vous invite à venir courir. Pour les équipes, bon là c'est un peu tard, parce qu'on a déjà bouclé. Donc pour le cross, vous pouvez toujours vous inscrire. Très bien. Moi, je vous encourage à vous inscrire. Et combien de participants? Oui, et on termine avec cela. C'est que le choix du parc, vous savez, chaque année, quand on choisit un site, on l'a fait 2 fois à l'hôtel du Golfe, sur le terrain de l'hôtel du Golfe. On l'a fait, la première édition, c'était déjà à l'hôtel Ivoire. On l'a fait 2 fois à Yamoussoukro. Et donc, cette année, on a estimé que le parc étant quand même assez grand et assez beau, il fallait l'exploiter. Donc, on a tout aménagé là-bas, les terrains de... Merci beaucoup. Alors, merci en tout cas, monsieur le président adjoint du comité d'organisation et monsieur le président de la commission sport, monsieur Conan Kwasi et monsieur Criswo Gervais. Je rappelle que vous étiez là pour parler de la journée nationale du cacao et du chocolat qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2024 au parc des expositions à partir de... À partir de 8 h, on commence à faire les salades. Entrée gratuite, n'est-ce pas? Alors, les cérémonies d'ouverture et de clôture, c'est sur invitation. Par contre, toutes les autres activités, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Et merci. Nous appelons les publics à venir nombreux, découvrir le cacao, magnifier les producteurs et faire vivre donc la Côte d'Ivoire pour que nous restions toujours premier producteur mondial. Merci infiniment à vous. Sarah, merci. Barry, merci Christelle. Marius, Daouda. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera donc demain pour une autre édition du Grand Talk. D'ici là, les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.